Mesdames et messieurs, bonjour. Nous démarrons cet après-midi d'entretien avec deux éminents scientifiques, des scientifiques de haut vol, deux astrophysiciens. Je pense que vous les avez reconnus et vous les connaissez, sinon vous ne seriez sans doute pas venus aussi nombreux avec un tel entrain. Jean-Pierre Luminet et Michel Cassé. Merci à vous d'être au Festival des écrivains du Sud. Donc, faut-il vous présenter? Je vais m'efforcer de le faire brièvement. Jean-Pierre Luminet, vous êtes parmi nous pour nous parler de vos ouvrages. Vous êtes tous les deux des littéraires également, des scientifiques et des littéraires. Alors vous êtes donc astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie de l'air et de l'espace, mais donc aussi écrivain, poète, passionné d'art et artiste vous-même. Votre précédent livre, Les Nuits étoilées de Vincent Van Gogh, un livre que je vous recommande chaleureusement, se situe aux confluences de vos passions. C'était autant une biographie qu'une réflexion d'historien de l'art, enrichie d'une dimension scientifique et poétique assez exceptionnelle. C'était une enquête d'un genre très particulier qui se dévore et qui s'admire via les œuvres de Vincent Van Gogh et tout ce que vous nous apprenez, parce qu'il est encore possible d'apprendre des choses sous un angle vraiment original sur cet immense peintre. Et votre dernier livre, c'est ce journal Idéoclaste, un livre vraiment original également, puisque c'est un journal qui couvre la période 2014-2023, et on a droit à des réflexions intenses sur finalement tout ce qui nous entoure, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et puis, mentionnons quand même au passage la réédition de cet excellent ouvrage, L'écume de l'espace-temps, qui va vous amener à échanger avec votre ami, Michel Cassé, qui co-signe avec Joseph Silk, Au croisement des univers parallèles, également chez Odile Jacob, un ouvrage également de démocratisation scientifique, avec un niveau d'exigence élevé, mais qui donne envie toujours d'en savoir plus sur ces questions dont on entend beaucoup parler, mais finalement qu'on connaît assez peu. Alors Michel Cassé, vous êtes également astrophysicien littérateur, m'avez-vous dit, directeur de recherche au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, auteur de nombreux ouvrages, dont Du vide et de la création, qui a été un très grand succès. Et donc, ce livre, on aurait tort de le considérer comme sèchement scientifique, en dépit d'équations assez déconcertantes pour le profane que je suis. Vous explicitez tout ceci avec une certaine poésie, je l'ai dit, on reviendra là-dessus. Il y a des phrases, des intitulés de chapitres qui me font penser à des haïkus, mais on y reviendra. Dans ce livre, il y a plusieurs dimensions. On a un QR code, on a des graphiques, des schémas explicatifs, et donc même un poème. Cette lettre à un jeune astronome, moi, qui finalement est un poème, on pourra peut-être le lire, pour expliciter vos réponses à des questions très larges et très actuelles. On parle de tourisme spatial, de civilisation extraterrestre, et peut-être qu'on pourra en discuter. Là, vous étiez lancé, avant qu'on se fasse interrompre pour venir à cette conférence, sur les vertus de l'hydrogène naturel. Alors, une petite question groupée pour commencer, qui s'adresse à tous les deux. Vous êtes tous les deux d'éminents chercheurs, deux astrophysiciens. Où en est cette science actuellement, là, en 2024? Il y a un paradigme scientifique. Quel est-il? Si on peut le résumer, s'efforcer de le résumer, une réponse, somme toute, concise. Tu me donnes la parole? Oui. Ben, comme vous le savez, les sciences de l'univers sont les plus anciennes des sciences. Elles remontent à plusieurs milliers d'années. Mais il y a une accélération des savoirs due à la fois à l'élaboration de théories nouvelles, de plus en plus performantes, jamais parfaites et complètes, bien entendu. Et puis évidemment, le développement d'instruments tout à fait extraordinaires. Vous avez tous entendu parler du James Webb télescope et puis de ces grands télescopes au sol et dans l'espace qui permettent de sonder les mystères de l'espace et du temps. Alors oui, dans toute discipline de l'esprit humain, il y a ce qu'on appelle des paradigmes, c'est-à-dire des cadres de pensée dans lesquels on fournit une sorte de langage commun pour travailler. Alors, ça a des vertus, des paradigmes, ça a aussi des défauts, parce que lorsqu'un paradigme dure trop longtemps, il finit par se figer dans une forme d'orthodoxie qui est un petit peu contraire à la démarche scientifique, qui va toujours essayer de creuser davantage.
Bon, désolé pour ces généralités, mais donc pour répondre plus précisément à la question où en sont les sciences de l'univers aujourd'hui, on est dans une période, je pense, assez enthousiasmante pour les sciences de l'univers, j'entends, parce que pour le reste, comme je le raconte dans mon journal d'Iléoclaste, c'est un petit peu l'inverse, mais pour les sciences de l'univers, dans une période enthousiasmante, parce que c'est vrai que le développement et le lancement d'instruments tout à fait extraordinaires ont permis de transformer une science qui existait depuis des décennies, qui s'appelle la cosmologie, c'est-à-dire la science, l'étude de l'univers dans sa globalité, ses propriétés à grande échelle, les grandes questions, l'espace est-il fini ou infini, le temps est-il éternel ou pas, y a-t-il un début, y aura-t-il une fin, tout un ensemble de choses. On avait des modèles, mais on n'avait pas une cosmologie de précision. Or, depuis le lancement d'un certain nombre de grands télescopes placés dans l'espace, à partir des années 70, 80, 90, et ça s'est accéléré. On a maintenant des mesures qui permettent d'affiner ce qu'on appelle les paramètres fondamentaux de l'univers. Donc on a effectivement ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie, qui est essentiellement fondé sur l'idée de Big Bang. On a également dans le domaine de ce qu'il est convenu d'appeler l'infiniment petit, qui est gouverné plutôt par la physique quantique, on a également un modèle standard, qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. S'ils sont standards, ça veut dire que ce sont des paradigmes et des cadres de pensée sur lesquels la plupart des chercheurs travaillent, parce que c'est un outil efficace pour travailler. Mais comme je le disais, chacun de ces modèles a des limites. Aucun modèle scientifique n'est jamais définitif. Il faut toujours creuser plus profondément. Donc le modèle cosmologique standard, il a ses limites parce que la théorie qui en forme le sous-bassement, qui est la théorie de la relativité générale d'Einstein, une des plus géniales théories de la physique de l'histoire, elle est imparfaite. Elle prévoit notamment des choses assez bizarres et un petit peu inadmissibles qu'on appelle des singularités, c'est-à-dire des lieux ou des non-lieux de l'espace du temps où tout devient infini. Donc le physicien répugne à ce genre de choses, ce qui serait le cas du Big Bang au sens strict du terme, ou de ce qui peut se passer au fond d'un trou noir. De notre côté, le modèle standard de la physique des particules fonctionne extraordinairement bien, mais il a également ses limites. Par exemple, il y a certaines expériences qui vont au-delà du modèle standard. Par exemple, dans le modèle standard, je ne veux pas être trop compliqué, mais il y a une particule élémentaire qui s'appelle le neutrino. Il a une masse nulle dans le modèle standard. Or, des expériences récentes montrent que le neutrino n'a pas de masse nulle. Donc, il faut aller au-delà du modèle standard. Et voilà l'un des grands projets de la physique fondamentale, qui fait d'ailleurs l'objet de mon livre sur l'écume de l'espace-temps, et j'imagine une bonne partie également du livre de Michel, c'est essayer de concilier ces deux théories. Et c'est difficile, on appelle ça des théories de gravitation quantique. Et bon, je parle surtout en tant que théoricien, parce que je ne suis pas astronome. Hein, voilà. Donc je veux dire, sur le plan de l'astronomie, on a des catalogues incroyables maintenant de milliards de galaxies, de milliards d'étoiles, des choses absolument prodigieuses. Maintenant, le vrai problème, c'est y a-t-il une théorie unificatrice derrière? Des centaines de chercheurs brillants travaillent dessus depuis des décennies, ils se cassent les dents sur ça, au point que certains commencent à se demander, est-ce que vraiment il y a une théorie unique, ultime, qui permettrait d'unifier les deux? La question est posée. Michel? Une approche semblable, mais en réalité, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est la concordance, ou plutôt la complicité, entre la pensée antique et la pensée, la fine pointe de la physique. Sans le savoir, nous labourons la poussière des étoiles qui nous a été apportée par le vent et buvons l'univers dans une goutte de pluie. Parce que l'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène. L'hydrogène est la cendre, entre guillemets, de l'explosion originelle, du temps, et de l'oxygène exhalé par les étoiles. Et donc je disais que l'astrophysique se remet dans la démarche des présocratiques qui parlaient des étoiles sous les olives. Elle est née lorsque Galilée, en voyant des montagnes sur la Lune, a prononcé une phrase capitale pour nous: la Lune est terrestre. Nous inversons l'argument en disant
plus exactement, une équation définie astrophysique, c'est Terre égale ciel. Ce qui fait, c'est que nous entraîne à penser que le ciel est compréhensible. Et on arrive à penser que l'astrophysique réécrit la Genèse. Et dans cette Genèse, la lumière n'est pas première, la lumière est par rapport au vide, c'est que la fille est par rapport au cœur. Parce qu'avant la lumière est une forme que nous allons certainement discuter, qu'on appelle le vide, au sens quantique du terme, un vide paradoxal, qui est plein de toutes les naissances. Et celui-ci est un écarteur d'espace. C'est lui qui met en marche les galaxies. C'est lui qui se transforme en lumière. Et la lumière donne naissance à la matière et à son double antagoniste mortel qu'on appelle l'antimatière. Il y a une guerre dans le ciel et la matière de lumière. C'est-à-dire que vous, les étoiles, Jean-Pierre et moi, nous sommes les héritiers de cet holocauste. Donc, il est frappant de voir. On peut se dire aussi que matière et antimatière, cette lutte, cette guerre dans le ciel, a quelque chose à voir aussi avec le mythe de l'androgynie universelle de Platon. Dans la mesure où les choses doubles, parfaites, et donc dans le banquet de Platon, Aristophane raconte que Zeus a été offusqué par l'existence de l'androgyne cosmicienne qui était parfaite, qui a demandé à Arès, le dieu de la guerre, de quitter. Et depuis, les deux entités n'ont cessé de se rejoindre, comme matière et antimatière dans le ciel. Donc, si vous voulez, l'astrophysique, à mon sens, est une forme quasi mythologique qui convient de quantifier, de chanter, aussi bien que de calculer. En fait, nous calculons notre rêve d'étoile. Ça reste quand même très poétique. Votre façon de vous exprimer, ça peut nous amener très très loin, et c'est précisément ce que vous faites. Alors, vous avez abordé des notions qui, moi, en tant que béotien total, sont d'un coup, parler par exemple de trou noir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement, si c'est possible, C'est Jean-Pierre. ce qu'est un... Alors, trou noir, bon, c'est un de mes objets d'étude favoris. Les trous noirs sont une prédiction théorique, d'abord apparemment incontournable de la théorie de la relativité générale d'Einstein, même si le père de la théorie, Albert Einstein, n'y a pas cru. Heureusement, d'autres ont poursuivi et affiné les calculs. Mais c'est resté assez longtemps des objets théoriques, jusqu'à ce que, et moi-même, lorsque j'ai commencé mes recherches d'astrophysicien, théoricien, sur des choses bizarres comme les singularités de l'espace-temps, je voyais que les trous noirs qui m'intéressaient de par leur propriété incroyable de distorsion cosmique, distorsion de l'espace, distorsion du temps, et moi, de par ma formation initiale de géomètre, j'étais forcément intéressé par ces propriétés étranges, la façon dont le trou noir distordait l'espace et le temps, et donc notre perception, eh bien, je me suis intéressé à ces objets en voyant quand même une forme d'incrédulité dans la communauté astronomique dans laquelle je rentrais, puisque j'ai commencé à travailler à l'Observatoire de Paris-Meudon, où j'étais davantage entouré d'astronomes que de physiciens théoriciens, comme moi je l'étais. Et l'une des raisons pour lesquelles aussi je me suis intéressé à ces objets, c'était que c'était le parangon de l'invisibilité. Donc pour un astronome, lui, il fonde l'essentiel de sa connaissance de l'univers sur la lumière, précisément. Or, le trou noir, par construction, n'émet pas de lumière. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée, grâce à une belle suggestion de mon directeur de recherche de l'époque, qui est Brandon Carter, qui était un des papes de la théorie des trous noirs, aux côtés de Stephen Hawking et de Roger Penrose, qui était venu en France pour diriger le petit groupe dans lequel j'entrais. Il m'a dit un jour, dessine-moi un trou noir. Il savait que j'étais passionné de dessin. C'était une époque où également je faisais de la gravure, de la lithographie, etc. Donc j'ai relevé le défi parce que c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait. Alors ça veut dire quoi, dessine-moi un trou noir? Ça veut dire dessine-le-moi correctement. C'est-à-dire ne me fais pas une vue d'artiste avec une sphère noire entourée d'un tourbillon de gaz autour.
même si la réalité, il y a bel et bien une sphère noire qui est la surface du trou noir, qu'on appelle un horizon des événements, ou son ombre, quand elle est un peu élargie par un effet de mirage gravitationnel, et entourée d'une structure lumineuse, par exemple un disque de gaz en rotation et brillant. Donc j'ai mis en œuvre quelques équations de la relativité générale permettant de calculer toutes les déformations optiques que la courbure de l'espace-temps imprime pour voir ce disque d'accrétion, ce disque de gaz, de manière assez étonnante, où on voit la totalité du dessus un petit peu déformé, on voit simultanément le dessous complètement déformé, et tout un ensemble donc de phénomènes physiques qui m'avaient permis effectivement en 1978, 45 ans maintenant, de produire la première image virtuelle d'un trou noir. Sans me douter que 40 ans plus tard, alors après j'ai travaillé sur beaucoup d'autres sujets, mais sans me douter que 40 ans plus tard, en 2019 très précisément, un consortium de 200 chercheurs appartenant à différentes institutions a réalisé un réseau de télescopes, de radiotélescopes à l'échelle mondiale pour arriver à la finesse de vue nécessaire pour détecter et prendre des images ou reconstruire plus exactement des images télescopiques cette fois-ci de trous noirs, des trous noirs géants, gigantesques situés au centre de galaxies lointaines, et qui ont confirmé les calculs que j'avais faits. Ça a été une de mes belles aventures scientifiques, pas la seule, mais une de mes belles aventures scientifiques. Et parmi les autres aventures, je laisserai aussi la place évidemment à Michel d'en parler, celle sur laquelle je suis davantage impliqué depuis une dizaine d'années, ce sont justement ces théories de gravitation quantique auxquelles j'ai fait brièvement allusion, un défi intellectuel absolument incroyable. Et dans beaucoup de ces théories, vous avez peut-être entendu parler de la théorie des cordes, de la gravité quantique à boucle. Bon, ma préférée, c'est la géométrie non commutative. Je suis sûr que vous n'en avez jamais entendu parler, mais peu importe. Mais dans la plupart de ces théories, il y a un concept fondamental qui entre en jeu. C'est l'énergie du vide quantique. Et là, je vais laisser la place à Michel pour en parler, parce que cette énergie du vide quantique, elle pourrait être au début de toute chose, avant même l'espace, avant même le temps, avant la gravitation. Tout pourrait émerger, des phénomènes d'émergence d'un substrat fondamental, le vide quantique, et elle pourrait continuer à agir aujourd'hui, peut-être sous la forme initiale ou sous une autre forme, pour expliquer une observation fondamentale qui a été faite il y a une vingtaine d'années, c'est que la vitesse d'expansion de l'univers, elle accélère au cours du temps. Alors, Michel, justement, dans votre livre, vous évoquez les trous noirs, jeunes et vieux, petits et grands. Donc j'ignorais, pour ma part, totalement qu'il y avait autant de variétés, il y a autant de trous noirs que... Mais, pour illustrer ce que Jean-Pierre... Pour illustrer... Est-ce que toi... Ah mais non, mais vous ne pouvez pas brancher, c'est pour ça. Je suis débranché. Tu veux pas... Non, bien, tiens. Je vais partir par là. Tiens. Ça va mieux? Ah ben ouais. Ah. Bon, alors, pour simplifier, je dirais que le vide quantique, c'est la meilleure approximation de Dieu en physique. Sauf que cette analogie est regrettable pour la raison que quantique signifie fluctuant. Un Dieu fluctuant est peu, je dirais, enthousiasmant pour la religion judéo-chrétienne islamique, mais les gnostiques s'en saisiraient. Parce qu'en réalité, ce vide est capricieux. Donc c'est à la fois une banque et une agence de communication. C'est-à-dire qu'on peut emprunter, la nature emprunte au vide une certaine énergie qu'elle doit rembourser d'autant plus vite que cette énergie est élevée. On appelle cela incertitude entre l'énergie et la durée. Dans ces conditions, il émerge du vide comme des poissons volants, qui sont des particules dites virtuelles, qui mettent en rapport les particules réelles, c'est-à-dire que les liaisons entre les éléments de base de la physique sont assurées par des particules qui sortent du vide et qui y reviennent. Donc, le vide est une banque et une agence
de communication, puisque le vide met en rapport les particules qui constituent notre monde. Et donc je disais, métaphoriquement bien sûr, que c'est la meilleure approximation de Dieu en physique. Pourquoi ? Parce que ce vide est un écarteur d'espace, donc il crée l'espace. C'est le Père de la lumière. Donc la lumière est par rapport au vide ce que la fille est par rapport au Père. Donc dans notre Genèse, la lumière vient en second, elle n'est pas première, ce qui est une révolution théologique, on peut l'admettre. Et ce vide, comme Jean-Pierre a dit, était dominant. Nous sommes entre deux vides, le vide du commencement et le vide de l'éternité. Le vide du commencement, c'est celui qui a mis l'univers en expansion, c'est-à-dire qui fait que les éléments, les galaxies, si vous voulez, s'écartent les unes des autres. Et ce vide revient. Donc, on peut caractériser différentes ères dans l'évolution de l'univers. Donc, le vide, le premier vide, ensuite l'ère de la lumière, qui donne naissance à la matière et à l'antimatière, qui sont deux formes opposées, qui jaillissent du vide, justement, elles sont plus et moins. Et si elles jaillissent de cette manière, elles respectent la neutralité du vide, parce que le vide, par définition, est neutre. On ne le voit pas, donc il n'est pas chargé d'électricité. Il est caractérisé par une parfaite neutralité. Donc, chaque particule, chaque électron qui jaillit du vide est accompagné d'une particule de charge opposée, de même masse et de charge opposée qu'on appelle le positon. Et ces deux entités n'ont de cesse qu'à se rejoindre pour redonner la forme, pour revenir dans le vide, pour redonner la forme neutre. Donc voilà en première approximation ce qu'est le vide. Alors il pose des problèmes épouvantables parce que quand on calcule sa densité d'énergie, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il contient par centimètre cube, on trouve un chiffre extravagant. 10 puissance 120 fois ce qu'on observe en réalité. Donc c'est la plus grande, je dirais, la plus grande malversation ou le plus grand désaccord de toute la physique. Mais tu peux peut-être commenter sur ce scandale du vide. Alors il y a un autre scandale du vide que vous commentez. Alors c'est peut-être un autre type de vide, un peu plus terre à terre, Jean-Pierre Luminet. C'est l'état du financement de la recherche. Alors on change effectivement de registre tout en restant dans le vide. C'est ça. C'est le vide de la pensée contemporaine, Exactement. le vide du monde actuel. Et c'est l'objet de cet ouvrage, donc le journal Idéoclaste, qui ne ressemble pas du tout à mes 39 autres ouvrages. C'est un ouvrage qui n'est pas écrit pour ceux qui aiment la pensée et qui aiment le prêt-à-penser. Vous êtes Voilà. défoulé. On a Alors le titre, oui, donc le titre d'abord Idéoclaste. Bon, j'ai pas choisi Iconoclaste, d'abord ce titre était pris, mais j'ai préféré Idéoclaste. En fait, c'est emprunté à un philosophe espagnol qui s'appelle du XXe siècle, qui s'appelle Miguel de Unamuno, à la pensée très originale. Il avait d'ailleurs écrit parmi ses ouvrages un livre dont le titre me touche beaucoup, c'est Le sentiment tragique de la vie. Et c'est vrai que j'ai commencé à acquérir, moi qui ai toujours été enthousiasmé et passionné, je le suis toujours bien entendu toute ma vie, très optimiste, j'ai commencé à partir des années 2010 à commencer à voir le monde d'une autre manière. Jusqu'à présent, je ne m'intéressais pas beaucoup, je dois dire, au monde de la politique, voilà, ce genre de choses. Je ne peux pas dire que j'avais la tête dans les étoiles, qui est une formule convenue qui m'agace un petit peu, mais bon, voilà, je me désintéressais. Puis j'ai commencé à regarder d'un œil nouveau. Ça a commencé par ma propre discipline, tout simplement, où j'ai vu, moi je suis rentré au CNRS en 1979, je crois, et déjà, bon, au bout de 20 ans, j'ai commencé à voir déjà le CNRS changer, les conditions de la recherche se dégrader, et surtout l'autonomie de pensée dont j'avais la chance de bénéficier en tant que jeune chercheur au CNRS. Je veux dire, si j'ai pu me lancer sur ces simulations numériques de trous noirs, qui à l'époque n'étaient pas très crédibles pour les astronomes, puis après je travaillais sur des choses encore plus bizarres, les univers chiffonnés, ce genre de choses, c'était des choses un petit peu en dehors des sentiers battus. J'ai pu le faire parce que le CNRS le permettait, cette liberté de penser des jeunes chercheurs, la liberté d'invention, voilà. Et puis j'ai vu que progressivement, le CNRS lui-même, l'organisme qui m'employait,
changé progressivement de statut, pour des raisons essentiellement politiques. Depuis quelques décennies, le monde politique ne comprend absolument rien à ce que c'est réellement la recherche scientifique, encore moins la recherche fondamentale. Et donc le CNRS, je l'ai écrit dans mon livre, s'est transformé. Au départ, c'était un opérateur de recherche qui permet effectivement aux chercheurs, à l'esprit libre, de chercher dans les voies qui lui semblent intéressantes. Et puis ça s'est transformé, au bout d'une quinzaine d'années, en un opérateur de programmes, où maintenant tout est défini par des programmes à l'échelle internationale, surtout européenne, parce que la plupart des financements viennent de décisions prises par des technocrates dans des bureaux à Bruxelles. Et on va décider de financer tel ou tel aspect de la recherche parce qu'il peut y avoir un intérêt stratégique à court terme, des retombées économiques et financières, tout un ensemble de choses, ce qui évidemment freine considérablement la liberté d'invention du chercheur fondamental. Voilà. Et donc cette prise de conscience qui a commencé aux alentours effectivement des années 2010, qui m'a amené à réfléchir finalement plus profondément en dehors de mon domaine de la recherche sur l'état du monde. Et là, j'ai commencé effectivement à devenir idéoclaste. Alors je reviens effectivement sur ce terme-là. Donc Miguel de Unamuno avait défini le terme idéoclaste. Il avait dit: je déteste les étiquettes, j'abhorre les étiquettes, mais s'il y en a une que j'accepterai, c'est celle d'idéoclaste, c'est-à-dire de brise-idées. Voilà, donc être idéoclaste, c'est aller à l'encontre des idées reçues. Et moi, et pas seulement moi j'espère, c'est le cas de Michel, et puis des chercheurs un petit peu novateurs, je pense, en tant que chercheurs, mais aussi en tant que citoyens, parce que les chercheurs, il ne faut pas l'oublier, sont aussi des citoyens, et ils ont le droit de s'exprimer en tant que citoyens, et ne pas être restés cantonnés dans leur domaine de recherche. Eh bien, je déteste les idées reçues, le formatage de la pensée unique, le suivisme, les manipulations de toutes sortes, statistiques ou autres, les fausses informations et tout un ensemble de choses. Et je me suis aperçu que, et notamment à l'époque, l'épisode qu'on a tous vécu à l'occasion de la pandémie, que ça a été un exemple pour moi. Alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, bien entendu, on a vécu tous différemment cet épisode, mais pour moi ça a été une gigantesque manipulation, fondée évidemment sur quelques aspects réels, ça n'a pas été inventé bien entendu, qui ont utilisé ce qu'on appelle des techniques d'ingénierie sociale, qui ont été mises au point des décennies auparavant aux États-Unis, pour mieux contrôler les gens. Donc manipulation par la peur, infantilisation, culpabilisation, injonction paradoxale, tout un ensemble de choses. Ce qui ne pouvait qu'irriter profondément le chercheur que je suis, qui ne s'en tient jamais à un discours unique. Or, qu'est-ce qui s'établit aujourd'hui? Alors je me suis arrêté en 2023, et heureusement, parce qu'aujourd'hui c'est encore pire. Je veux dire, entre les discussions autour de la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, et tout un ensemble de choses. Guerre en Ukraine que vous évoquez aussi d'ailleurs dans ce livre. Oui, tout à la fin, je fais une petite allusion. Voilà. Vous avez lu une censure du 28 minutes d'Arte d'ailleurs. Oui, effectivement, j'avais fait une émission, j'avais été invité pour la deuxième fois à l'émission de Arte, les 28 minutes. Et j'étais censé, alors j'avais pas, c'était autour de mon livre sur les trous noirs qui venait de sortir. Bon, c'est un autre livre qui est pas là, les trous noirs en question. Donc c'était très bien. Et puis après, on m'avait invité à rester pour commenter l'actualité. Et les journalistes ne s'attendaient pas du tout à avoir un chercheur non conformiste du tout en dehors de la doxa, en dehors de la doctrine. Parce qu'il faut dire que l'une des choses qui m'a le plus affligé dans cette histoire-là, c'est de voir la soumission intellectuelle généralisée, y compris dans le monde académique, chercheurs, universitaires. Beaucoup de mes amis, pas tous heureusement, beaucoup de mes amis sont restés dans cette
dans cette doxa, il fallait suivre la méthodologie scientifique, que croyait être la méthodologie scientifique, ce genre de choses. Il fallait gober dans tout ce qu'on nous racontait, etc. Les pires ont été les journalistes scientifiques, un certain nombre de journalistes scientifiques avec qui, pendant des décennies, j'avais entretenu d'excellents rapports, parce qu'ils me faisaient des articles formidables à chaque fois que je publiais un livre, que je faisais comme ça. Et puis à partir de là, où j'ai commencé à être idéoclaste, eh ben, ils m'ont tous coupé progressivement. On me disait, mais Jean-Pierre, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens sénile, ce genre de choses, etc. Donc ça, c'était plutôt amusant, ce genre de choses. Surtout que ça s'est passé une année où, à l'époque où j'ai eu 4 grands prix internationaux pour mes recherches scientifiques, on commençait à me traiter de sénile, ce genre de choses-là. Donc voilà un petit peu cet état de choses qui m'a effectivement extrêmement agité. Et pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment impliqué à travers les réseaux sociaux. Le journal, il est extrait, le journal d'Idéoclaste, il est effectivement extrait de billets que je mettais régulièrement sur les réseaux sociaux, essentiellement Facebook d'ailleurs, avec évidemment des commentaires, certains commentaires positifs en disant « Ah, on est content qu'il y ait quand même une personne de votre niveau qui ose dire quelque chose de contraire à la doxa », et puis évidemment après un tombereau d'insultes de tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi, ce qui était plutôt réjouissant. Alors Michel, comment vous positionnez par rapport à justement l'état de la recherche française, des crédits qui sont alloués? Il y a beaucoup de réflexions de votre ami Jean-Pierre sur la loi de programmation de la recherche qui évoque notamment une série d'amendements antidémocratiques qui restreignent précisément le cadre de la réflexion, la liberté des chercheurs. Vous êtes en phase avec lui sur ce sujet-là? Mais de manière générale, donc je m'appelle Cassé et j'éprouve mon nom. J'éprouve mon nom, c'est-à-dire qu'en réalité, vis-à-vis de ce système, j'ai décidé non pas de le condamner ou de l'attaquer, mais de le fuir. Et je l'ai fui en retrouvant l'élément premier, le plus abondant de la nature, qu'on appelle l'hydrogène. Donc je me suis baigné dans l'hydrogène et je considère qu'il y a là une bonne nouvelle dans cette sombre vallée de l'Arve, parce qu'on a découvert, pas loin du Gers, dont je suis originaire, dans les Pyrénées-Atlantiques, des réserves extraordinaires d'hydrogène natif, c'est-à-dire d'hydrogène souterrain. Et cet hydrogène en brûlant a pour cendre de l'eau, donc il est parfaitement hygiénique. Deuxièmement, il est renouvelable parce qu'il est produit par le contact du fer et de l'eau, le fer étant, je dirais, très gourmand d'oxygène, s'empare de l'oxygène de H2O, il reste H2O. Et cet hydrogène devrait être exploité de manière extrêmement économique, ce qui ferait chuter le prix de l'électricité d'un facteur au moins 3. Donc voilà ma révolte et ma révolution. Alors précisément, dans une période où les gouvernements et l'Union européenne poussent de toutes leurs forces la voiture électrique, mais pas à hydrogène, on conçoit que cette révolte d'un scientifique devrait porter. Elle porte localement, mais j'ai le déplaisir de dire que les lobbies de tout acabit s'opposent évidemment. Dans la mesure où l'Europe a lancé un plan qui s'appelle GREEN, donc en français, le pacte vert, à base d'éoliennes et de panneaux solaires démultipliés. Il faut savoir que les panneaux solaires et les éoliennes sont entre les mains des Chinois, donc la dépendance va être totale. D'autre part, ça ne tient pas. Je veux dire, on peut regarder très précisément les engagements. Tout le monde reconnaît en catimini qu'ils ne sont pas respectés, mais personne ne le dit. Alors, quand on vous écoute et quand on vous lit, on constate une chose qui est éminemment réconfortante, c'est que la science et les scientifiques sont finalement une incarnation magnifique de l'humanisme. On peut le comprendre également par le petit commentaire que vous nous livrez, Jean-Pierre Luminet, qui est également grand par sa portée. Le 14 novembre 2015, soit le lendemain d'attentats abominables,
c'est un peu un pléonasme, mais on se souvient de ce qui s'est passé le 13 novembre 2015. Vous écrivez « L'intelligence est la première forme de résistance à la barbarie ». Et cultiver cette intelligence, c'est précisément ce que tout gouvernement, tout État et toute société devrait s'évertuer à faire. Et est-ce que c'est ce que vous sous-entendez par cette phrase lourde de sens? Oui, parce que je sous-entends aussi, c'est que cultiver l'intelligence, c'est cultiver l'esprit critique. Et comme je le disais précédemment, c'est ça que nous sommes en train de perdre, donc non seulement au niveau de la parole, des paroles des puissants, puisqu'il y a aujourd'hui un monde qui va séparer une forme de bien-pensance, qui est évidemment l'idéologie mondialiste à l'américaine, et puis tout ce qui s'oppose, on appelle ça le camp du... Il s'autoproclame le camp du bien, et en face il y aurait le camp du mal, parce qu'on n'est pas d'accord tout à fait avec cette doctrine. Bon, ça c'est au niveau global. Maintenant, pour en revenir à l'intelligence, la vraie intelligence, c'est de parler. L'intelligence, Montaigne en parle magnifiquement. Il y a une aptitude qu'on appelle le scepticisme. On n'accepte rien d'acquis, définitivement. On réfléchit, on discute, on confronte les points de vue. C'est comme ça qu'a toujours progressé la science, la vraie science, la science authentique. Et malheureusement, il y a une partie de la science qui s'est dévoyée, alors pas dans les sciences de l'univers, pas trop, parce que les enjeux sociétaux sont lointains, même si l'univers, il est en nous. Hein. Moi, j'aime beaucoup quand même, j'aime pas séparer l'humain de l'univers, comme Michel, bien entendu. Je cite souvent cette phrase extraordinaire de Gaston Bachelard qui parlait de la double profondeur du cosmos et de l'âme humaine. Mais bon, malgré tout, les grandes recherches que l'on fait en sciences de l'univers ne vont pas en avoir un impact immédiat sur l'économie, la société, etc. En revanche, dans d'autres domaines, évidemment le domaine de la santé, entre autres, bien entendu, il y a effectivement un impact à court terme. Et ça nous inquiète parce que si dans ces domaines-là, il n'y a plus de confrontation de points de vue différents, mais une pensée unique, une doctrine unique, qui est d'abord dirigée, vient d'en haut, et puis des directives données sur un ensemble de chercheurs qui vont se soumettre. Pourquoi? Je critique pas forcément cette soumission, si je la critique, enfin bon, mais je peux y trouver quelques excuses chez certains, à cause justement du fait que le financement de la recherche, il a beaucoup changé depuis quelques décennies, et si vous ne travaillez pas dans la voie que l'on vous indique, vous ne pouvez plus travailler. Vous n'avez plus de crédit. Donc ça va diriger la recherche uniquement dans des directions, justement, venues d'en haut, essentiellement de technocrates et politiques. Voilà. Donc je répète, la forme supérieure de l'intelligence pour s'opposer à la barbarie, et la barbarie c'est la pensée unique, donc je ne parle pas uniquement de la barbarie à la Daesh, extrémisme islamiste, je parle aussi de la barbarie impérialiste américaine ou autre. Hein. Je suis pas en train de débouler les États-Unis, là, évidemment, mais enfin bon, il y a quand même quelque chose derrière. Ça, c'est une forme de barbarie extraordinaire, quand on voit centaines de milliers de morts de toutes les guerres qui ont été conduites par l'impérialisme américain depuis la Deuxième Guerre mondiale, on peut quand même s'interroger. Voilà, donc il y a plusieurs formes de barbarie. Donc voilà, donc l'intelligence s'opposant à la barbarie, c'est le discours, la confrontation des points de vue face justement à un point de vue unique que l'on voudrait imposer à l'ensemble de la population. Heureusement, nous sommes dans le camp, j'aime pas le mot camp, mais enfin il y a le camp du bien, le camp du mal, le camp occidental, il est dans le prétendu camp du bien. J'en souffre actuellement, je souffre de mon pays, la France que j'ai tellement adorée. Je vous le dis, j'ai un peu honte de la France. Pas des Français, mais de ceux qui la gouvernent. Quand je vois les gesticulations hallucinantes de ceux qui nous gouvernent, et complètement aberrantes. Donc je souffre de ça. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, hein. Je suis tout à fait d'accord. Michel, vous êtes également sur cette ligne. Enfin, quand on lit par exemple votre lettre à un jeune astronome qui
qui appelle à cette ouverture d'esprit, à cette inventivité, à cette curiosité, qui accompagne également des réflexions très pertinentes sur l'essor des pseudosciences. C'est encore un autre point commun au-delà des trous noirs et de ces avancées scientifiques considérables, des points communs à vos deux livres. Parlons un petit peu justement de ces pseudosciences. Est-ce que l'état actuel de l'esprit critique de notre société n'est pas la raison première de l'essor de ces pseudosciences qui ont l'air de balayer d'un revers de main des siècles, on peut parler de siècles, de progression de la connaissance, quand par exemple on a des gens qui viennent nous expliquer que la Terre est plate, ou que personne n'est jamais allé sur la Lune. Oui. En fait, je vais vous raconter une anecdote qui illustre parfaitement la situation actuelle et qui est une fable moderne. Donc un livre a été écrit qui a crédité l'idée que l'astrophysique et le mariage de la Terre et du ciel dans la pensée humaine, donc qui a crédité l'idée tout simplement et modestement l'existence de Dieu. Parmi les auteurs était le frère de Bolloré. Et donc, je me suis évidemment opposé, j'ai écrit un petit pamphlet, et à l'époque, donc, pour le lancement du livre, les frères Bogdanov ont été appelés à la promotion dans un théâtre parisien. Et alors, ils n'ont pas mis le masque, donc ils ont prononcé l'éloge du livre, et ils sont morts, l'un et l'autre, à un jour d'intervalle. Et donc ces frères Bogdanov étaient certainement très intelligents, je les appréciais beaucoup pour la souplesse de leur esprit, mais je les ai toujours tenus à l'écart du festival d'astronomie de Florence dont je suis l'initiateur. Donc la fable moderne est là. Ils sont l'objet d'un mythe, donc parce qu'ils sont enterrés à quelques kilomètres du village dont je suis né, où je suis né, pardon, près de Florence dans le Gers. Et donc, des cohortes entières viennent porter des fleurs en chantant Alléluia. Et donc, je ne tiens pas à m'opposer à eux, mais simplement, je fais remarquer que tout est mortel, y compris les idées peut-être les plus affectueuses et les plus aberrantes. Donc ça, c'est la première forme métaphorique que je ferai valoir. La deuxième, pour reprendre ce que dit Jean-Pierre, c'est que l'astrophysique, c'est le mariage de la Terre et du ciel dans la pensée humaine, mais c'est donc terre et ciel, mais c'est aussi guerre et ciel. Parce que les instruments qui nous ont servi pour analyser le rayonnement cosmologique de fond, ne sont rien d'autre que les radars qui ont été développés au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a une connotation guerrière dans l'astrophysique. Incidemment, l'astrophysique américaine est financée par l'armée américaine. Tous les laboratoires ont des contrats avec l'armée. Je pense que tu connais bien cette situation, Jean-Pierre. Alors, à l'inverse de l'armée, il y a la vie. Michel Cassé, vous écrivez « Pour sortir de la mort, changeons de spectre ». Donc, vous écrivez « L'origine de la vie est le plus profond mystère de tous ». Et est-ce que c'est pas ça, finalement, votre questionnement premier à tous les deux? Qu'est-ce que l'origine de la vie? Plus modestement, nous avons travaillé l'un et l'autre sur l'origine des éléments chimiques. Depuis l'uranium, l'hydrogène qui est le numéro 1, l'hélium 2, le lithium 3, le beryllium 4, le bore 5, le carbone 6, l'azote 7, etc. Donc les étoiles pratiquent l'arithmétique. Elles transforment le simple en complexe. Elles pratiquent donc l'alchimie. Mais c'est une alchimie nucléaire qui se fait au niveau des noyaux d'atomes. Donc le Soleil brille parce qu'il transmute les éléments.
Et Jean-Pierre avait développé un modèle extraordinaire d'étoiles déchirées par les trous noirs qui produisaient des éléments, disons, difficiles à expliquer autrement. Et effectivement, il a été découvert ce qu'on appelle des kilonovas, donc des étoiles qui finalement seraient des cadavres d'étoiles, donc pas loin des trous noirs qui fusionnent et qui produisent, qui sont fertiles dans la mesure où elles produisent des éléments que personne ne pouvait expliquer, notamment l'or. On ignorait l'origine de l'or. Eh bien, nous avons découvert, mais c'est de la pure poésie, que l'or est engendré par la collision de deux cadavres d'étoiles. Et Jean-Pierre avait effectivement eu des prémonitions sur les cadavres, n'est-ce pas? Alors, juste, merci beaucoup, Michel. Comment vous voyez ça? Comment vous le constatez? Ça se relève sur des échantillons qui sont prélevés par des... Non, on observe, c'est la lumière. La lumière est un messager consciencieux. Donc, les atomes sont comme des violons qui émettent des notes de lumière. Et l'or se reconnaît par sa signature lumineuse. Et donc, nous n'avons pas besoin de nous déplacer pour, je dirais, tester, goûter les étoiles. Pourquoi se déplacer? Puisque la lumière vient à nous. Donc c'est l'apologie de la paresse, en fait, que je prône. Bon, en tout cas, je remercie Michel d'avoir fait allusion à, effectivement, l'un de mes domaines de recherche dont on a un peu moins parlé, en tout cas dans les médias, que mes simulations de trous noirs ou plus tard sur mes univers chiffonnés. On n'en parlera pas aujourd'hui, de mes univers chiffonnés. Mais c'est vrai que j'avais calculé, j'avais été l'un des premiers à calculer la façon dont des étoiles pouvaient être déchiquetées par des forces gravitationnelles gigantesques engendrées par des trous noirs qu'elles frôlaient. Et j'avais développé avec mes collaborateurs, Brandon Carter et quelques autres, ce que j'avais appelé les crêpes stellaires flambées, des étoiles violemment aplaties puis qui finissaient par exploser. Et à très haute température, elles fabriquaient justement des éléments chimiques assez rares qui pouvaient expliquer certaines anomalies dans ce qu'on appelle les abondances, c'est-à-dire les proportions de ces éléments. Alors, plus généralement, effectivement, Michel a dit tout à l'heure, nous sommes poussière d'étoiles, c'est-à-dire nous sommes faits d'atomes. La vie, c'est fait d'atomes, bien entendu. Enfin, bien entendu. Bon, en tout cas, c'est fait d'atomes. Ceux qui sont classés dans le tableau périodique des éléments. Nous avons aujourd'hui, l'astrophysique a tellement progressé que nous avons un panorama assez complet sur la genèse de ces atomes. Donc, comme Michel l'a dit, les atomes dits légers, de l'hydrogène, l'hélium, les isotopes, en partie du lithium, en sont fabriqués au moment du Big Bang, au bout de 3 minutes à peu près. Les éléments à partir du carbone jusqu'à l'uranium sont fabriqués dans les étoiles. Après, il y a des éléments un petit peu particuliers, le beryllium-bohr, fabriqués dans des conditions un peu plus particulières, donc je n'ai pas le temps d'en parler. Mais pour ces éléments lourds, le carbone, qui joue un rôle tellement fondamental, parce qu'on pense que le vivant, on n'a pas de bonne définition du vivant, mais on sait au moins que c'est un seuil de complexité chimique. Or, c'est le carbone qui, parmi tous les éléments, a les propriétés électroniques les plus favorables pour s'accrocher à beaucoup d'autres atomes pour faire des grosses molécules et donc pour faire de la complexité chimique et fabriquer les protéines, les acides aminés qui sont la base de ce que l'on appelle le vivant. Et tout ça, ça a été fabriqué, une partie dans les étoiles ordinaires de type solaire, qui vont fabriquer essentiellement le carbone, un peu d'oxygène. Après, les étoiles massives qui explosent violemment dans ce qu'on appelle des supernovas, qui fabriquent l'essentiel des autres éléments, notamment le fer, le nickel, etc. Et puis, c'est assez récent, une quinzaine d'années, le fait qu'on s'apercevait qu'une certaine catégorie d'éléments, dont l'or et le platine font partie, ne semblaient pas être produits en suffisamment grande quantité par les supernovas, en tout cas par les modèles de supernovas, d'explosion de supernovas, comparé à ce qui est observé dans le ciel. Dans le ciel, il y a en nous. Vous savez qu'en nous, on a quelques milligrammes d'or, par exemple. Hein, voilà. D'où vient cet or? Eh bien, effectivement, il y a d'autres processus que les supernovas qui peuvent fabriquer de l'or. Il y a des collisions entre des résidus stellaires compacts qu'on appelle des collisions d'étoiles de neutrons qui peuvent fabriquer les kilonovas auxquels Michel a fait allusion. Et peut-être effectivement des crêpes stellaires flambées violemment, des destructions d'étoiles par des trous noirs qui peuvent provoquer effectivement des températures plus élevées que les supernovas et expliquer le déficit des supernovas pour expliquer l'or et le platine. Simplement pour dire que
quand on parle de ces choses extravagantes, dire les collisions d'étoiles à neutrons, c'est beaucoup plus rare que les trous noirs. Et il faut un couple d'étoiles. D'abord, il faut que 2 étoiles arrivent à faire des étoiles à neutrons. Donc il faut 2 étoiles massives qui explosent en supernova. Après, il faut qu'elles restent liées. Parce que quand vous avez un couple d'étoiles avec des étoiles qui explosent, ça risque de briser le couple. Puis il y en a qui restent liés. Bon, c'est très bien, très sympa. Et les résidus, vous avez 2 étoiles à neutrons. Elles vont tourner l'une autour de l'autre. Elles vont perdre un peu d'énergie, de l'énergie gravitationnelle. On détecte aujourd'hui les ondes gravitationnelles, on n'a pas parlé, mais c'est une des choses fantastiques de ces dernières années, la détection des premières ondes gravitationnelles issues de la fusion d'astres compacts. C'était en 2015, aujourd'hui on a un catalogue de plus de 100 fusions. Et puis, elles finissent par fusionner. Et dans la fusion, il y a des températures incroyables et la production, il y a par exemple une masse, l'équivalent d'une masse terrestre d'or qui est injectée dans l'espace. Et ces événements extrêmement rares qui se sont produits aux confins de la galaxie, pas du tout dans le parage solaire, les atomes ont été dispersés par les vents stellaires, par les mouvements, etc. Et un certain nombre d'atomes d'or, de platine et d'autres se sont retrouvés dans la nébuleuse présolaire. Et quand la nébuleuse présolaire s'est effondrée, elle a fait le Soleil, elle a fait la planète, elle a fait la Terre, etc. Et elle a fini par faire aussi des êtres humains par un processus un peu plus compliqué et encore moins compris. Et on a ces atomes d'or qui ont été fabriqués il y a des centaines de millions d'années aux confins de la galaxie. Donc voilà un lien incroyable qui nous lie au ciel en permanence. L'homme et le ciel est intimement lié par sa composition, mais souvent à travers des processus particulièrement rares et qui nous semblent extravagants et éloignés de la vie de tous les jours. Et pourtant, ils sont en nous. Et ça, c'est une chose magnifique. Voilà. Voilà une belle illustration de la passion scientifique. C'est merveilleux. Merci Oui. Jean-Pierre Luminet, merci Michel Cassé. En fait, juste un mot. Nous sommes au temps heureux où la matière parle. Belle façon de terminer cette rencontre, merci. Je vous invite à retrouver Michel Cassé et Jean-Pierre Luminet, place de l'Hôtel de Ville. Vous pourrez prolonger l'échange sur la matière, l'antimatière, les trous noirs et différents sujets, y compris plus quotidiens qui sont abordés dans le journal Idéoclasse, sous le chapiteau qui est donc en face de l'Hôtel de Ville. Merci. Merci à vous. La prochaine rencontre sera avec Stéphane Courtois. Nous allons parler de la cruauté en politique, de l'Antiquité au Khmer rouge et également de son dernier livre, Lénine, l'inventeur du totalitarisme. Merci.